Donc nous disposons, si vous le voulez, de 10 bonnes minutes, même un peu plus de 10 minutes, peut-être même un quart d'heure, si cela se présente, pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de vous présenter brièvement lorsque vous avez une question à poser et, dans la mesure où cela vous paraît possible, de préciser celui des intervenants auxquels vous vous adressez. J'espère que la densité de leurs propos n'incite pas à une réflexion tellement approfondie que vous demeurerez silencieux. Oui, allez, Muriel, à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Juste une remarque par rapport à ce qu'a dit le professeur Michel Massé. Et avant la remarque, je lui rends un grand hommage parce que c'est son article très célèbre, hein, publié à la Revue de Sciences Criminelles, sur la souveraineté pénale, qui m'a beaucoup inspiré pendant la rédaction de ma thèse. Et c'est pendant la rédaction de ma thèse, donc il y a un certain nombre d'années, hein, que j'ai eu cette idée de colloque. Donc merci beaucoup Michel. La thèse va être publiée. Oui, un jour. Bon, bref, donc pas d'agression le matin. Donc non, une remarque par rapport à ce que tu as dit sur le lien en fait assez fort entre les aménagements conventionnels qui existent et la lutte contre le terrorisme. Une remarque par rapport aux aménagements qui peuvent aussi exister en matière de politique migratoire. Tu as parlé des accords de Sangatte qui sont inconstitutionnels, tout le monde le sait. On n'a qu'une peur au ministère des Transports, c'est qu'une QPC nous tombe dessus et que tout le système du contrôle du territoire britannique s'effondre juridiquement. Voilà, cette pratique du Royaume-Uni, je voulais juste attirer l'attention. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'aime les pratiques du Royaume-Uni, notamment en matière de sûreté. Donc voilà, le Royaume-Uni tente à exporter ce qu'on appelle des contrôles juxtaposés. Donc il y en a en gare du Nord, il y en a en gare d'Avignon, à Bourg-Saint-Maurice. Ils essayent d'en mettre à Berlin, ils essayent d'en mettre à Amsterdam. Alors ils ont plus de mal avec les Allemands et les Pays-Bas qu'avec la France. Mais voilà, cette pratique, évidemment, pose la question de l'aménagement conventionnel. Et en général, bon, le Conseil d'État s'était prononcé dans la jurisprudence EFAGE pour expliquer que à partir de 20 km d'un point frontière, on pouvait plus avoir une présence d'agents de forces de police étrangères. Et voilà, donc, et au nom de la lutte contre le terrorisme, mais surtout au nom de la protection du territoire britannique, la France accepte ce genre de pratique. Et encore une fois, voilà, d'autres États sont sollicités pour accepter ces bureaux en fait mixtes binationaux de contrôle juxtaposé. Donc c'était juste pour souligner, aller dans ton sens hein, sur le fait que voilà, parfois politiquement on accepte des exceptions qu'on n'aurait pas acceptées en droit, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. D'autres questions? Oui, monsieur Ancelin. J'aurais une question pour le professeur Massé et mon confrère Benji Ravnerovic. Comment est-ce que vous intégrez dans les modèles que vous avez exposés le fait suivant: deux banques suisses, le Crédit Suisse et l'UBS, ont commis, selon les Américains, quelques turpitudes aux États-Unis, ont passé ce qu'on appelle un plea bargain avec les autorités américaines et se sont vus imposer par les autorités américaines des moniteurs qui sont rien d'autre que des agents de l'État américain, qui sont de fait des cabinets d'avocats qui sont assez connus, lesquels donc agissent pour les autorités américaines pour surveiller les agissements du Crédit Suisse et de l'UBS sur territoire suisse, et ceci, et contrairement au modèle décrit par Michel Massé, sans le consentement des autorités suisses. Cette activité de surveillance ne va pas, que je sache, jusqu'à autoriser des actes relevant de la puissance publique. Saisie de... Alors là, c'est intrusif. Oui. Que la société n'a pas accepté à un moment ou à un autre. Ben oui, voilà. La société, oui, mais pas la Suisse. Oui, oui, mais pas... Ils peuvent être sanctionnés dans le cadre des... Efforcez-vous de faire... Vous jetez le micro, oui, mais qu'on puisse entendre. Allez-y, Robert, oui. C'est pas... Oui. Non, mais on ne va pas entrer dans un débat suisse-suisse, mais c'est l'article 271, alors, qui a été un chéri et de toi et de moi à un certain moment. Je pense qu'une partie de la réponse, c'est jamais venu, sauf erreur devant un tribunal, partie de la réponse tient au caractère privé de l'agent,
Et comme tu sais, tout le problème avec le 171, c'est de savoir si c'est l'activité qui détermine le caractère public ou privé, ou si c'est le statut. Parce que si c'est un agent privé, son statut ne pose pas le problème. Si c'est un agent public, il est bien sûr complètement illégal d'agir sans autorisation, qui chez nous est celle du gouvernement, pour une action. Et je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est cette idée, parce qu'il y a eu cette affaire des agents australiens, je me rappelle bien, qui étaient privés, donc on a considéré que voilà, ils n'avaient pas besoin d'autorisation. Mais tu connais mieux que moi le contexte judiciaire. Donc je ne connais pas les détails de ces affaires, mais j'ai l'impression que ces arrangements font partie des accords entre les autorités américaines et les banques et les parties des banques américaines aux États-Unis. Et si l'accord est cassé, les conséquences de l'État sont ressenties aux États-Unis. Et, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est les personnes privées, et comme le professeur Roth a souligné, qui sont envoyées en Suisse pour surveiller. Donc, c'est les personnes privées qui sont autorisées par un accord entre la banque et la justice qui a le tampon officiel aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un mélange des différentes choses, mais ce n'est pas purement un pouvoir étatique sur notre territoire. Mais c'est dans la même direction, je suis d'accord. C'est un petit côté Canada Dry, hein, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste demander à Michel Massé s'il pouvait juste un tout petit peu préciser sa pensée, je crois comprendre, lorsqu'il parlait tout à l'heure d'aménagement, et non pas d'exception, bien sûr, d'aménagement conventionnel, et lorsque vous avez dit, Michel, que le statut de la CPI, qui est conventionnel, était infiniment moins intéressant, je crois que c'est votre formule, que les statuts des deux TPY. Juste quelques petites explications. C'est un hymne à la gloire du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies. C'est quoi? Évidemment, le procureur des TPI avait sur le territoire des États un certain nombre de pouvoirs de convoquer, par exemple, de convoquer un témoin pour l'auditionner. Et le témoin n'avait pas trop le choix. Le procureur, convention de 98, ne peut que auditionner des personnes qui acceptent de lui parler. Toute la différence est là. C'est dans l'utilisation ou non de la contrainte pour obliger. Et plus généralement, cela renvoie à une intervention que j'avais dû faire hier ou avant-hier, je ne sais plus, et c'est plutôt à l'attention des plus jeunes participants de cette salle. C'est vraiment le caractère conventionnel de ce statut de Rome. Le fait que ce statut et que ce règlement de procédure et de preuve soit le résultat d'une conférence diplomatique avec tout ce que cela implique, nous l'avons dit, de discussion, de compromis, à la différence des statuts des tribunaux ad hoc qui étaient rédigés par des sachants juristes, peut-être très au fait, peut-être aussi un peu désincarnés, en tout cas qui n'étaient pas soumis à la nécessité de se comprendre mutuellement et de faire admettre ce qui est souvent le résultat d'un compromis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien sûr, Michel, oui. Et les États pour la lutte contre l'immigration, on en parlait, pour la lutte contre le trafic de drogue, ont accepté beaucoup plus qu'ils n'acceptent actuellement pour la lutte contre les génocides ou autres crimes internationaux. J'ose à peine dire d'ailleurs que la compétence universelle française en matière de poursuite et de répression de crimes contre l'humanité est moins ouverte qu'elle ne l'est précisément pour ce type de crime, ce qui est quand même très singulier et ce qui est à l'origine de ce mécontentement que ressentent un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ces questions lorsque l'on voit le peu de cas qui a été fait de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Sueur
adopté au Sénat, si ma mémoire est bonne, il y a 4 ans peut-être, et qui n'est jamais venu devant l'Assemblée nationale. Oui. Oh, Alain, oui. Une question un peu générale au professeur Massé, mais qui m'est venue en écoutant Ben Juratovic. Vous avez parlé de la discipline du droit pénal international, déjà comment elle se combine avec le droit international pénal, interesting, mais quel est le degré de spécificité que peut avoir cette discipline par rapport au droit international, s'il s'agit de droit international pénal, par rapport au droit pénal, s'il s'agit de droit pénal international? Parce qu'en écoutant Ben, j'ai eu le sentiment de l'assez grande banalité des problèmes d'extraterritorialité, qu'il s'agisse de droit pénal ou qu'il s'agisse de droit de l'investissement, on est ramené un peu toujours à la même problématique générale. Je crois que si spécificité il y a, c'est qu'il faut se situer tout à la fois dans une branche et dans l'autre. Si on reste dans chacune des branches, effectivement, il n'y a pas, enfin, c'est un objet particulier, comme vous l'avez si bien dit, la prise en considération des questions internationales par le droit pénal ou la sanction pénale de certains individus par le droit international. Mais me semble-t-il que la richesse, l'intérêt et peut-être même l'avenir, c'est d'arriver à construire un raisonnement qui soit entendu par les deux tribus à la fois. Si j'appelle tribu. Là, évidemment, je vais parler je prêche pour ma paroisse, mais enfin, il me semble que la procédure pénale internationale, c'est peut-être ce qui illustre le mieux cette autonomisation en fait de la discipline et cette volonté d'hybridation et cette construction d'un système qui emprunte aux deux en fait. Je suis moins à l'aise avec le droit substantiel, mais enfin, il me semble que la procédure dont parlait Mireille Delmas-Marty, c'est vraiment peut-être, oui, plus lentement, d'accord, monsieur le juge. c'est vraiment ce qui illustre le mieux la spécificité de notre discipline. Je suis désolé, mais pendant 2 années d'audience, je n'ai cessé, en raison de l'interprétation, de demander aux parties de parler plus lentement. L'un des grands griefs qui est fait à la juridiction pénale internationale, c'est sa lenteur. Et parmi les causes de lenteur, il y a le déroulement inéluctablement très long des audiences, car les interprètes se chargent de vous rappeler qu'ils ne sont pas en mesure d'interpréter correctement si l'on parle trop vite. Ce qui, pour des personnages impatients et pressés, est une école horriblement difficile. Voilà. Et lorsque les interprétations, Fatou Bensouda, je m'adresse à vous, lorsque les interprétations sont à double degré, que vous avez un témoin qui dépose en swahili, que le swahili est interprété d'abord vers le français et que le français est interprété ensuite vers l'anglais, le président d'audience regarde, comme il n'a jamais regardé un avocat, le chef de l'équipe de défense anglaise pour s'assurer que ce qu'il a lui déjà reçu dans l'oreille est bien arrivé dans l'oreille anglaise qui est un petit peu plus loin que lui. Ce qui fait que par moments, on a l'impression d'être en apesanteur. Et c'est pour cela qu'à différentes reprises, j'ai demandé, car cela a déteint sur ma personne, que l'on s'exprime plus lentement ici. Voilà. D'autres questions? Écoutez, s'il n'y en a pas d'autres, nous allons, car cela fait partie d'un colloque, nous détendre un instant et échanger différemment. Nous nous retrouverons à 11h15, dernier délai.